c'est sans doute un des seuls films de Kurosawa pour tout cas pour ce type de film, qui soit effectivement assez déconnecté de réalité historique ou de ce qu'est réellement l'univers des samouraïs. Puisque effectivement c'est une adaptation du Roi Lear, donc c'est quelque chose de comment dirais-je, oui, d'assez déconnecté avec la réalité, mais dans le même temps, l'exercice est intéressant parce que la réalité historique du Japon de cette époque-là se prête merveilleusement bien à raconter cette histoire-là. Mais c'est vrai que dans le même temps, c'est pas un film historique, ce n'est pas un film sur ce qu'est profondément le Japon. Le sabre japonais est, dit-on, l'arme blanche la plus sophistiquée jamais conçue. D'abord de par sa structure, puisqu'elle fait appel à plusieurs types d'acier. Un acier tendre au cœur de la lame, et qui va au fur et à mesure jusqu'aux extrémités du sabre vers des aciers plus durs. Et ensuite, il y a alors bien évidemment, tout ça étant de l'acier plié et replié. Et le dernier secret est sans doute le mode de trempe, c'est-à-dire que le sabre n'est trempé que sur une seule partie, qui est son tranchant. Ce qui fait que le tranchant est particulièrement dur, mais que l'ensemble de la lame reste souple. Voilà, donc c'est vraiment très résumé le principe du sabre japonais. En fait, il porte plusieurs sabres à la ceinture, simplement parce que chaque sabre, en fait, il y a on peut parler de trois armes blanches principales. Le grand sabre, donc le katana, le sabre moyen, qu'on appelle le wakizashi, et le poignard qui s'appelle le tanto. Donc chacun a son utilité. Et effectivement, de manière variée, ils peuvent emporter un des trois, ou deux des trois, ou trois des trois. Voilà, tout simplement. Donc ça n'a pas de... J'allais dire que ça n'a pas de signification profonde, sinon que certains sabres existent pour certains types de cérémonies. Auquel cas, le sabre a une monture particulière, qu'on appelle en général de mémoire Refu no Tachi. Seigneur! Les troupes de Fujimaki sont à la frontière. Le katana, il sert à guerroyer de manière, j'allais dire, conventionnelle et classique. Le wakizashi, a priori, mais on n'a pas forcément donc le sabre moyen, on n'a pas d'idée forcément très précise dessus, mais il semblerait qu'il ait été d'usage domestique. C'est-à-dire que comme le katana pouvait difficilement être utilisé dans une pièce dont les dimensions étaient par nature pas très importantes, il semblerait que ça soit une arme qu'on pouvait utiliser éventuellement dans une maison, ou même l'utiliser sur un champ de bataille, le cas échéant. Il n'y a pas réellement de sens très défini à l'existence de ces différents formats. Je pense que c'est simplement un souci de praticité et d'adaptation. Seigneur Giraud, ne croyez pas que je sois devenu aveugle. C'est vous qui avez rendu fou votre père, tué votre frère, pour lui prendre ce royaume. Ennemi de mon époux, vous allez mourir! Vous vous trompez! Comment osez-vous? Lâche! Il arrivait qu'on teste des sabres, en général sur des condamnés à mort. L'histoire ne dit pas s'ils étaient déjà morts ou non. En revanche, en fait, ça consistait en des tests de coupe qui allaient de la partie la plus simple à couper, a priori le poignet, jusqu'à la partie la plus dure qui en fait sont les hanches. Voilà. Donc on dit même que certains sabres pouvaient couper deux personnes l'une sur l'autre au niveau des hanches, pour les plus terribles et les plus sophistiqués de ces sabres.
fait, elles ne se font pas harakiri. Alors, harakiri, ça veut dire ventre coupé. Mais le terme plus précis et plus exact, c'est seppuku. C'est apparu l'éventration est en fait apparue au XIIe siècle, c'est-à-dire au moment où justement les bushi, les samouraïs commençaient à prendre le pouvoir. Ça consiste en fait à effectivement s'ouvrir le ventre. Comme dans le même temps la douleur est proprement insupportable, en général celui qui se suicidait faisait appel à son meilleur ami pour abréger ses souffrances en le décapitant. C'est-à-dire que dans la réalité, il y a très peu de seppuku qui vont au bout, justement parce que le meilleur ami agit le plus vite possible de manière à ce que l'individu qui met fin à ses jours souffre le moins possible. Donc, dans le film, elles ne se font pas vraiment harakiri, puisqu'elles se tuent l'une l'autre. Mais de toute évidence, et c'est une des raisons qui faisait que certains samouraïs, par exemple, se faisaient seppuku, c'est pour une raison tout à fait évidente, qui est de ne pas tomber dans les mains de l'ennemi. Étant entendu que, bon, il y a sans doute le fait qu'on n'ait pas envie de lui donner la satisfaction de pouvoir vous trucider, mais surtout, on ne sait pas ce qui vous réserve. Déjà au 8e siècle, certains samouraïs se donnaient la mort, mais en s'égorgeant avec leur sabre. Donc je pense que c'est naturellement comment dirais-je, une évolution de ça. Sur les raisons précises qui peuvent amener des guerriers à se donner la mort de cette manière-là, elles sont, j'allais dire, sociologiques et de l'ordre culturel, c'est-à-dire du fait que le sentiment d'honneur chez les Japonais est une chose très très forte, éminemment forte. Que le seppuku peut être, par exemple, un signe de protestation. Il peut être un signe de fidélité. Il recouvre une gamme assez large. On ne se suicide pas seulement parce qu'on est déshonoré ou en tout cas pas par rapport aux images qu'on donne habituellement du seppuku. On peut se mettre fin à ses jours parce que son maître est mort. On peut mettre fin à ses jours parce qu'on n'est pas d'accord avec lui. Mais que comme on ne peut pas lui dire directement, bah, c'est une manière très marquée de le faire. Donc on peut le faire justement par fidélité, etc. etc. C'est une dimension qui est très difficile à apprécier par nous occidentaux. Parce que c'est vrai qu'elle n'est pas forcément logique. Une armure occidentale est faite pour résister à un coup, quand une armure japonaise est faite pour résister au tranchant d'un sabre. C'est-à-dire qu'en Occident, on assommait plus l'adversaire qu'on essayait de le taillader, ce qui n'est pas le cas au Japon, puisque ce sont des escrimeurs. En tout cas, l'emploi du sabre à l'époque de Han est devenu a pris le dessus sur l'utilisation de l'arc. Dans l'armure, il y a deux parties. On va dire qu'il y a trois parties. La première partie, c'est le casque, qui est la partie la plus importante. C'est le pivot autour duquel on va construire l'armure. Donc le casque est réalisé par une personne, qui est un forgeron. Donc là aussi, avec des très très grands forgerons. Et autour de ce casque, on fabrique l'armure. C'est difficile de répondre en termes de temps parce qu'on ne sait pas combien ils étaient dans les ateliers. On sait simplement que le travail était morcelé. C'est-à-dire que certains s'occupaient des kosané, d'autres du lassage, d'autres des montures, etc. etc. Mais c'était assez colossal. En tout cas, certains samouraïs de haut rang ne pouvaient pas s'offrir d'armure. Et c'est la raison pour laquelle, dans certains clans, lorsque certains samouraïs arrivaient, on leur prêtait des armures. Parce qu'ils n'avaient pas les moyens de se les acheter.
Donc l'armure, elle est constituée donc, de ce fameux timbre sur lequel on peut voir qu'il y a différentes montures. Le timbre, il est constitué donc par des lamelles qu'on appelle des sougis. Pour être tout à fait précis, le sougi, c'est la partie de la lamelle qui est pliée, qui forme en fait une arête. Le casque, originellement, comptait assez peu de lamelles. Et au début du XVIe siècle, ils ont réussi à fabriquer des casques qui en comptaient 62, donc assemblés de manière verticale. Pour les plus grands forgerons et pour ceux qui réussissaient le tour de force, ils ont réussi à faire des casques qui en comptaient plus de 120. Sur ce casque, on adaptait en fait un insigne frontal qui s'appelle un maedate, qui pouvait représenter une multitude de choses, qui n'est pas, contrairement à ce qu'on dit, un signe de reconnaissance d'une famille ou quoi que ce soit d'autre. C'était, j'allais dire, c'était au libre choix du porteur. Ça peut avoir, là en l'occurrence, c'est une adaptation des fameux koagata, c'est-à-dire des fameuses cornes stylisées qui symbolisaient des cornes de cerf. Là, on en a 3 alors que d'habitude, on en a 2. Donc là aussi, j'allais dire, c'est une expression libre. Vous avez le couvre-nuque, qui s'appelle le shikoro, une visière bien évidemment. Le masque. Alors le masque, là aussi, c'est une partie importante. C'est là où les forgerons, en tout cas là aussi les meilleurs d'entre eux s'exprimaient le mieux. On y voit toujours un nez. Aujourd'hui, on sait que ce nez, ils avaient tendance à l'enlever. C'est la raison pour laquelle il est souvent amovible. C'est que le masque, en réalité, sa protection, elle n'est pas forcément très importante. En revanche, c'est un merveilleux moyen d'arrimer le casque à son menton sans se faire mal. Et donc de l'assujettir de manière à peu près convenable. Une manière aussi à ce qu'il ne bouge pas dans la bataille. Ça, c'est la partie qui protège la gorge qui s'appelle le yodorikake. Ici, vous avez le plastron de l'armure qui s'appelle communément le do. Donc c'est un terme générique pour désigner la cuirasse. Là aussi, vous avez en permanence le rappel de quelque chose qui s'appelle le camon, qui est en fait l'armoirie de la famille qui portait l'armure. Et plus l'armure est importante, plus le mont est répété. C'est-à-dire que vous allez le retrouver sur tous les rivets qui fixent en fait les petites décorations que vous avez ici qui s'appellent des kanemono. Les manches, là aussi un rappel. Les kusazuri, c'est-à-dire une jupe d'armes, dont le nombre est variable et qui effectivement donnent une grande possibilité de mouvement puisque les plaques sont séparées et forment des rangées distinctes. Et ici vous avez les sodés. Les sodés sont donc des épaulières. Celles-ci sont très larges puisqu'en fait cette armure reprend en fait les modèles médiévaux. C'est-à-dire qu'à l'époque, on devait essentiellement se protéger contre les flèches. Donc, on est plus dans une logique de bouclier que d'épaulière, à proprement parler. Et donc là, on ne le voit pas d'ici, mais il y a un astucieux système de passementerie derrière qui permettait à l'archer de se dégager assez rapidement pour pouvoir tirer sa flèche tout en restant protégé. Donc là aussi, partout, on a à chaque fois, logiquement, le rappel de l'armoirie. Et la dernière partie de l'armure, c'est l'aïdate. En fait, ce n'est pas la dernière, parce qu'il manque une partie ici qui sont les sunéate. La dernière partie, c'est donc l'aïdate qui fait office de cuissarde. Là, il est présenté à plat, mais en fait, il est en 2 parties. Et on l'attache à l'arrière des cuisses, justement, de manière à protéger l'avant des jambes. Voilà, donc vous avez une nomenclature simple de l'armure. Alors, tout a son nom. Chaque pièce a son nom. Et une des dernières particularités, c'est que celle-ci est faite en vrai kosané, c'est-à-dire que chaque partie ici sont des écailles différentes, qui sont solidarisées dans un premier temps par lassage, ensuite laquées, puis relacées de manière à assembler le tout. C'est d'une grande efficacité, puisqu'effectivement ça résiste à l'arme qu'on dit être l'arme blanche la plus sophistiquée du monde, c'est-à-dire le sabre japonais. Oui, c'est d'une grande efficacité, puisqu'une fois de plus, d'abord ils avaient des forgerons qui étaient exceptionnellement doués, et pour qui le travail du métal n'était absolument pas un problème.
Et surtout l'acier japonais, mais ça, en fait, c'est plus une circonstance géologique que le talent des hommes, a des propriétés qui font qu'il est beaucoup plus résistant que l'acier européen. Donc c'est ce qui leur a permis notamment puisque le sabre japonais a une structure très particulière dans sa fabrication, mais c'est ce qui fait aussi que les aciers japonais sont beaucoup plus résistants. Mais c'est d'une grande efficacité, c'est a priori effectivement beaucoup plus souple, donc ça permet à la fois le maniement de l'arc et du sabre. Et voilà. Quant aux casques, oui, puisqu'ils ont conçu en fait des casques qui puissent résister justement à des tranchants vraiment très très durs. Ordre de faire mouvement! Seigneur, évitons la bataille. Envoyez un message à votre frère pour l'autoriser à emmener son père. Ce combat ne me dit rien qui vaille. On est de toute évidence, l'armure a évolué, c'est-à-dire qu'elle ressemble plus à ce qu'est l'armure japonaise médiévale, c'est-à-dire faite d'écailles avec des lassages multicolores. Elle est constituée par plaques justement pour résister aux balles, ce que ne pouvaient pas réussir à faire les anciennes armures. Donc on est dans cette période-là, les casques sont plus simples. Ils sont plus constitués de lamelles, parce que le propre du casque japonais, c'est d'avoir une structure lamellaire. Ils sont donc constitués par des plaques fortes qui sont capables de résister à des impacts de balles. L'armure japonaise, en fait, elle coexiste dans plusieurs dimensions. La première dimension, c'est son rôle utilitaire, donc de pouvoir résister à des coups et être un instrument défensif. Comme au Japon, il n'y a pas grand-chose qu'on fabrique qui ne puisse, en tout cas, tout ce qu'on doit fabriquer doit être beau. À partir de là, c'est vrai que les artisans qui s'attachaient à fabriquer ces armures, ils mettaient un soin tout particulier, surtout qu'elles étaient réservées souvent à des seigneurs importants. Mais c'est peu à peu que c'est devenu une œuvre d'art. C'est-à-dire que si elle a été au début un chef-d'œuvre d'art appliqué, elle n'est devenue une œuvre d'art qu'à partir du moment où son utilité commençait à être oblitérée par le fait justement qu'on commençait à faire du fer repoussé, donc qui par nature a tendance à affaiblir considérablement le métal. Donc automatiquement ça ne devient plus défensif puisque c'est plus faible, etc., etc. Donc ça, la jonction, elle se fait. Il y a une période très courte qui est la période Momoyama, mais qui est une période très importante, où le Japon médiéval a basculé pour devenir le Japon moderne avec des grands guillemets, où là les armures et les casques, en tout cas pour les seigneurs de haut rang, ont évolué simplement parce que justement suite à l'introduction de l'arme à feu, ils n'étaient plus en première ligne, mais à l'arrière. Donc ils avaient besoin que leur armure soit plus un signe de reconnaissance qu'un véritable outil de protection. Donc ils se sont fait faire des casques où le fait de se protéger la tête n'était pas l'essentiel, mais surtout de manière à être vu de loin, donc avec des formes complètement ahurissantes, qui vont du poisson, en passant par les coquillages, en passant par le lapin, en passant par une multitude de formes qui sont beaucoup plus proches de la sculpture que d'autres choses. Donc c'est vraiment un moment où, comme justement les artisans étaient parfois de grands artistes, et que le propre des artistes, c'est d'occuper les petits interstices de liberté qu'on leur donne, ben c'est vraiment une période où effectivement ils ont fabriqué des casques qui n'ont à la limite pour certains plus rien de guerrier. Donc on peut citer des casques comme ceux de la famille Kuroda qui étaient équipés de cornes qui étaient situées sur les côtés du casque. Alors le nom précis c'est Wakidete. Et ces cornes étaient gigantesques et visibles de très très loin. Les armures se coloraient, c'est-à-dire que certains, comme Tokugawa, pouvaient avoir des armures entièrement laquées or. Donc ils étaient en tout cas ils pouvaient être vus de très très loin. Surtout qu'indépendamment du fait de pouvoir donner des ordres, il y avait une dimension importante qui était celle d'être une sorte de point de mire, c'est-à-dire même pour l'ennemi, de manifester sa présence.
Si bien qu'au fur et à mesure, ces casques sont devenus et ces armures sont devenues emblématiques de ceux qui les portaient. Et que certaines familles peuvent aisément se reconnaître aux armures qu'elles portent. Un exemple, c'est les Kuroda avec les cornes, c'est la famille I qui avait des armures rouges, ce genre de choses. Les seules choses qu'on ait fabriquées à la chaîne, c'est en fait, et c'est ce qui a fait que l'armure moderne est apparue, c'est l'intensité des combats à partir du dernier quart du XVIe siècle. C'est-à-dire que le Japon est rentré dans une période qu'on a appelée la période des provinces en guerre, et où réellement le Japon était à feu et à sang. Donc en fait, l'armure s'est modernisée simplement parce qu'on avait un besoin de pouvoir justement produire à la chaîne. Mais on produisait des armures simples, c'est-à-dire de manière à équiper les fantassins. Les seigneurs étaient, quoi qu'il arrive, équipés d'armures importantes. En revanche, ils ont développé des casques qui étaient beaucoup plus simples à fabriquer, donc des casques constitués de 4 plaques par exemple, qui pouvaient être fabriqués sinon en série, en tout cas en grand nombre. Donc c'est ce qui a en fait mécaniquement apporté la modernité dans l'armure. Mais il n'empêche que, comme les seigneurs étaient épris de modernité, ils ont adopté bon nombre de ces aménagements, tout en y ajoutant une sauce de rang. C'est-à-dire que là, tout se distinguera dans la couleur, dans la qualité des montures de l'armure, etc., etc. Mais bon nombre d'entre eux ont opté pour la modernité. Il ne faut pas oublier qu'une armure médiévale, c'est donc lacé, par temps de pluie, c'est très lourd, ça tient horriblement chaud. C'est pas aussi efficace que justement les armures modernes constituées par plaques. Donc obligatoirement, quand on reste sur un champ de bataille pendant une bataille, ça dure pas 20 minutes, ça dure très longtemps. Donc il faut pouvoir porter des choses qu'on puisse supporter. Souvent, les traditions, elles sont pure invention. Il y a un exemple pour justement les casques spectaculaires, les Kawari Kabuto, qui est très frappant de ça. Il y a une forme de casque qu'on appelle eboshi, qui est une forme en fait de chapeau de cour, qui était en étoffe. Et il y a une forme de casque qui représente un eboshi comme couché par le vent. Et la tradition ou la légende, comme on veut, raconte qu'en fait c'est un noble qui se promenait dans les rues de Kyoto, à cheval, et qui a subi l'effet d'une bourrasque, d'un courant d'air, qui a plié son eboshi, et que de là est venue cette forme de casque si particulière. Donc il faut toujours être très prudent sur les traditions ou les légendes, ou en tout cas sur les raisons qui pourraient expliquer certaines choses. C'est qu'au Japon, il n'y a quand même pas forcément beaucoup de choses très claires. On dit que, mais il n'y a pas de choses avérées, enfin, il n'y a pas de choses. Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas avérées comme étant des faits réels existants. Mendes Pinto, accompagné de 2 autres Portugais, s'échouent par hasard sur les côtes japonaises. À l'intérieur de leur jonque se trouvait une cargaison d'armes à feu, en tout cas de mousquets. Alors là aussi, 2 choses intéressantes. C'est la première fois, a priori, que des Occidentaux foulent le sol japonais. La deuxième, c'est que seulement 5 ans après, les mêmes Portugais reviennent et s'aperçoivent que les Japonais ont commencé déjà à produire des armes à feu. Dans les faits historiques, il faudra attendre 15 ans pour que l'arme à feu, en tout cas son mode d'emploi, soit découvert et puisse être utilisé de manière convenable. Curieusement, le premier qui l'utilise, c'est Takeda Shingen. Malheureusement, il est démis parce que justement, il n'a pas complètement
compris comment ça fonctionnait, pas le principe même de l'arme à feu, mais comment l'utiliser dans le cadre d'une bataille. Et c'est en réalité Nobunaga qui va, lui, le premier comprendre qu'il faut organiser les arquebusiers en rang d'au moins 3 arquebusiers. C'est Nobunaga qui trouve le premier la bonne manière d'utiliser l'arme à feu, et ironie du sort, il démet le fils de Takeda Shingen, dont le père justement n'avait pas lui réussi à se servir correctement des armes à feu. Alors ça va avoir un impact bien évidemment sur les armures, qui vont tendance naturellement à se renforcer et à pouvoir résister aux impacts de balles. Alors à la fois aussi bien le casque que la cuirasse elle-même. Donc ça c'est le premier impact, j'allais dire, technique, mais ça va aussi avoir un impact sur la stratégie et sur la manière d'organiser les batailles. Donc on va rentrer dans une logique où, bien évidemment, les généraux qui chargeaient en première ligne passent dorénavant à l'arrière, puisqu'ils sont mécaniquement décimés par la volée de balles qui les attend du camp adverse, et qu'on assiste à la création de ce qu'on appelle le casque spectaculaire, c'est-à-dire le Kawari Kabuto. Et puis, dernier élément, et c'est un élément de taille historique, qui est le fait que l'arme à feu va permettre à Tokugawa Ieyasu de remporter la bataille de Sekigahara et de réunifier le Japon, c'est-à-dire de plonger le Japon dans la paix qu'il n'avait pas connue depuis 150 ans, jusqu'à la fin du XIXe siècle. Donc, d'une manière assez incroyable, alors que le Japon a toujours essayé de se protéger de l'extérieur. C'est toujours de l'extérieur, la première fois avec les invasions mongoles au XIIIe siècle, la deuxième fois avec l'introduction de l'arme à feu, que le Japon a connu un bouleversement historique majeur. Et ça, je crois que c'est très important de le noter. Et la troisième, ça sera lorsque le Commodore Perry arrivera en 1853, et où les Japonais s'apercevront du retard qu'ils auront pu accumuler par rapport à une armada occidentale absolument incroyable et qu'ils n'auraient même pas pu imaginer exister. En fait, la calligraphie a une grande importance en Asie en général, de par le fait que pour un nom prononcé exactement de la même manière, sans aucune différence de tonalité ni quoi que ce soit d'autre, la manière de l'écrire peut être tout à fait différente. Et que le kanji, c'est-à-dire le signe utilisé pour écrire un mot, est par là même particulièrement important. Pour essayer de donner un exemple simple, je ne peux savoir comment s'écrit le nom d'une personne qu'à partir du moment où j'ai lu les kanji qui constituaient son nom, sachant qu'ils peuvent être multiples et variés et qu'à chaque fois ils ne veulent pas toujours dire la même chose. Donc cet aspect-là est un aspect là aussi pratique mais très important, c'est-à-dire que le kanji, tant qu'on ne l'a pas lu, on ne peut pas connaître le sens de ce qu'on prononce. Ça peut paraître curieux, mais c'est la réalité. Pour les prénoms japonais, il y a une multitude de sens en fonction de la manière dont on les écrit. Et c'est une des raisons pour lesquelles justement les gens s'échangent leurs cartes de visite. C'est sans doute dans un souci de politesse, mais bien plus encore de manière à pouvoir faire en sorte que les gens puissent orthographier, écrire leur nom d'une manière correcte. Alors après, dans la calligraphie, il y a bien évidemment une dimension artistique qui consiste à dessiner la lettre et qui est propre à toutes les civilisations. On a de grands calligraphes en Occident, on a de grands calligraphes dans l'art musulman. La calligraphie est un exercice de style qui naturellement confine à l'art. Le fait de pouvoir donner un élan à ce kanji, à l'écrire d'un seul trait, sont autant d'éléments qui font que le kanji devient en soi une expression artistique.
Donc les fanions, en fait, ça s'appelle des sashimono. Ces sashimono, en fait, ils avaient juste pour rôle d'être un signe distinctif, c'est-à-dire de pouvoir savoir qui était qui était dans son camp. Parce qu'au au milieu de la bataille, quand ça devenait une mêlée confuse, il fallait essayer de faire la part des choses. En fait, ce fanion, il est apparu au moment où l'infanterie est devenue prédominante. Justement, au milieu, lorsque, dans l'assaut final, cet assaut se transformait en une gigantesque foire d'empoigne. Donc c'était un moyen de se reconnaître les uns les autres. Alors en général, ça constitue un merveilleux support pour indiquer les armoiries du clan pour lequel on se battait. C'était un support de couleur aussi, bien évidemment, etc., etc. Voilà. Donc là aussi, ça a une utilité tout à fait claire, qui est de se reconnaître. Les Occidentaux ont du mal à imaginer que... Enfin, en tout cas, on a une tendance naturelle à séparer l'utilitaire du beau. Ce qui n'est pas le cas des Japonais. Je ne dis pas que tout ce qui est utilitaire en Occident n'est pas beau, mais chez eux, il est complètement inenvisageable de faire quelque chose d'utile sans que cet objet soit en même temps beau. Les deux notions doivent toujours cohabiter. Surtout quand on est dans le cadre de la vie féodale et du seigneur. Il va de soi qu'il ne peut être entouré que d'objets importants. Dans le même temps, ce qu'on remarque aussi, c'est que autant les armures sont très colorées, autant l'art japonais dans son ensemble n'est pas un art ostentatoire. Il y a un grand dépouillement. Les objets sont présentés dans leur singularité, souvent. On ne ploie pas sous la quantité d'objets. Les pièces sont souvent assez vides. Là encore, en Occident, on a du mal à imaginer qu'une œuvre d'art puisse être utile. Une œuvre d'art, par sa destination, n'a pas d'utilité. Un tableau n'a pas d'utilité concrète. Donc on a plus facilement tendance à dire, effectivement, donc comme ça n'a pas d'utilité, comme ça ne sert à rien, entre guillemets, on peut le considérer comme une œuvre d'art. Au Japon, pas du tout. Un bol à thé peut être une œuvre d'art. Une coupe à saké peut être une œuvre d'art. Un sabre est une œuvre d'art. Quand il est bien fait, bien évidemment. Tout n'est pas œuvre d'art au Japon. Mais, en tout état de cause, à partir de la fin du XVIIe, de toute évidence, armes et armures deviennent, en tout cas dans la notion occidentale du terme, de véritables œuvres d'art. Puisqu'elles n'ont plus aucune utilité, il n'y a plus de combat. Les Japonais ont un rapport sans doute très différent de nous à la couleur. C'est-à-dire qu'ils emploient des couleurs que nous n'employerions sans doute pas. Des couleurs qui sont incroyablement chatoyantes, vives. C'est dans les textiles, par exemple. On le voit dans le film, à travers les kimonos, l'ensemble de leurs vêtements. Sont des couleurs qui tranchent incroyablement avec ce que nous avons l'habitude de voir. Et une fois de plus, l'emploi de couleurs très vives n'est pas du tout problématique. Alors que chez nous, on aura une tendance naturelle, sans doute, à favoriser des choses plus sobres. Dans le même temps, la magie de l'art japonais est de faire que, même avec des couleurs particulièrement vives, on reste toujours dans un univers d'une sobriété absolument incroyable. Et ça, c'est une dimension du film. C'est-à-dire que, malgré justement l'utilisation de couleurs qui sont incroyablement pétaradantes, on a quand même l'impression d'être dans quelque chose de doux, de calculé, en tout cas de toujours harmonieux.
alors les arcs c'est pas vraiment c'est pas vraiment un style, c'est simplement lié au fait que comme on les utilisait à cheval, ils sont dissymétriques de manière à ce qu'ils soient utilisés beaucoup plus simplement. C'est-à-dire que la forme générale de l'arc est liée à son utilisation à cheval. Voilà. Donc mais dans le même temps, c'est vrai que ces arcs sont, là aussi, font l'objet d'un grand raffinement, d'énormément de sens de l'habillage, si on peut employer ce mot-là. Ils vont être, comment dirais-je, outre une fabrication soignée, ils vont être dans leur apparence, là aussi toujours très soignés. Mais quant à la forme elle-même, elle n'a pas de rapport avec un effet de style qu'on aurait voulu donner. Elle est simplement liée au fait que c'est beaucoup plus simple d'utiliser un arc de cette forme-là quand on est à cheval qu'un arc classique, qu'un arc de forme occidentale. Tout le monde parle de ce qu'on a, oui, d'une sorte de paradoxe entre ce raffinement, cette élégance et la brutalité du Japon pendant près de 700 ans. C'est difficile d'avoir un éclairage, comment dirais-je. Je pense qu'il faut être fondamentalement japonais pour le comprendre, mais ils arrivent une fois de plus à faire coexister des valeurs qui pour nous sont incompatibles. C'est-à-dire que comme l'utile ne peut pas être séparé du beau, la violence des combats est dans la nature du combat lui-même. Et que moyennant quoi, ça ne leur pose pas plus de soucis que ça. Le raffinement n'est pour eux absolument pas incompatible, et d'ailleurs, l'est-il vraiment avec le fait de combattre. L'esprit chevaleresque, même chez nous dans la période féodale, tient du même ressort. Il y a autour des chevaliers de la table ronde cette même aura d'honneur, mais aussi de combat. Donc, ce paradoxe peut sembler nous en être un sans qu'il le soit vraiment. De la même manière que l'art guerrier est pour eux un art à part entière. Contrairement à nous qui avons tendance à le classer de par nos valeurs, à une place très spéciale, plutôt rangée. Chez eux, c'est exactement comme la peinture ou quoi que ce soit d'autre. Il n'y a pas de différence. Et derrière l'image du gentil samouraï, bon, c'était des salopards de première. Ils pillaient, ils violaient, ils assassinaient comme les autres. Aussi Japon, ça avait beau être japonais, ça ne les empêchait pas de commettre les pires choses. En fait, le samouraï, une fois de plus, il y a une espèce, c'est un mythe. Il faut pas tout confondre. Il y a l'absolu et puis il y a la réalité. Certes, il y a eu des samouraïs. Les samouraïs étaient de grands seigneurs et se conduisaient d'une manière tout à fait louable et plutôt admirable. Mais force est de constater que la réalité historique, ce sont des gens qui se sont entretués pendant pas 700 ans, mais voilà, c'est un Japon chaotique sur fond de guerre clanique où les féodataires n'ont qu'une seule envie, c'est agrandir leur territoire. Il n'y a aucun pouvoir central, tout est désorganisé. Les seules forces organisées du pays, ce sont les clans les plus puissants. Il faut imaginer l'absence de sécurité sur les routes. Il faut imaginer les famines dans un système aussi désorganisé. Biens et personnes ne circulent pas normalement. Donc des biens et des personnes qui ne circulent pas normalement, ça veut dire des conséquences directes sur l'économie du pays.